Et j'en profite pour vous rappeler que Cenotelli donne un tuto Rust et WebAssembly en salle 101 au premier étage jusqu'à 3h30 dans les 2 prochaines présentations. Donc tout de suite, là, parfait, donc on change de domaine, on va faire plus de l'embarqué avec Thales et Cisco qui vont nous parler de Rust sur PikeOS, donc un hyperviseur temps réel et les défis que ça pose. Ça marche. Un, deux. Bonjour à tous, du coup on vient vous parler des apports de Rust et de PikeOS dans le domaine de la cyberdéfense. Du coup, je suis Pierre Bonnet, je suis développeur à la ruche depuis 2018 et j'écris principalement de logiciels en Go et en Rust et je suis utilisateur de solutions de Cisco. Bonjour, je m'appelle Thierry Maudir, donc je fais partie de la société Cisco qui appartient à Thales et je dirige l'équipe avant-vente technique de Cisco, c'est des ingénieurs technico-commerciaux. D'abord, je vais vous présenter pourquoi la ruche on a eu besoin de faire du Rust en utilisant PikeOS. Et ensuite, Thierry présentera Cisco, le système PikeOS et enfin quels sont les avantages qu'apporte le Rust avec PikeOS. Donc d'abord la ruche, qu'est-ce que c'est? C'est une petite entité de Thales qui est née en 2017 dans le but de faire de l'innovation dans le domaine de la cyberdéfense. Donc cyber, on l'écrit comme ça en référence au fait qu'on travaille dans le domaine des opérations aériennes. Donc notre but à nous, c'est de travailler avec des cycles de développement assez courts pour pouvoir déployer des capacités opérationnelles rapidement, mais surtout de se concentrer sur l'utilisateur, donc de l'intégrer dès le design de nos solutions et aussi dans le cycle de développement. On est dans des équipes qui sont assez jeunes et en forte croissance, donc notre but, c'est que les développeurs étaient surtout concentrés sur le domaine d'expertise qui est des opérations aériennes. Et donc, ils avaient besoin d'outils dans lesquels ils n'avaient pas besoin d'être experts pour pouvoir avancer et développer des solutions de qualité. Donc, un choix technique principal qu'on a fait au départ, c'était de développer des applications en Go. Donc, pour le montrer qu'un petit dessin, il y a pas mal de systèmes différents qui interagissent dans le cadre des opérations aériennes. Et tous ces systèmes communiquent et une personne malveillante pourrait s'insérer à pas mal d'endroits différents pour essayer de manipuler les données et avoir des effets négatifs. Donc nous, notre but, c'est de faire en sorte que toutes ces données qui viennent de différents sensors soient de confiance pour les opérateurs. Donc dans un premier temps, nos systèmes, ils étaient surtout déployés côté serveur et côté opérateur. Et parce que du coup, tous ces équipements interagissent aussi entre eux, on a ressenti le besoin de déployer nos solutions de plus en plus vers les senseurs. Donc ça posait des questions d'intégration pour nos logiciels qui devaient tout d'un coup se retrouver dans des systèmes où il y a des contraintes de sécurité, de safety et aussi des contraintes temporelles beaucoup plus fortes. Donc pour pouvoir réussir un peu cette migration, d'abord il fallait améliorer les performances de nos logiciels. Dans notre domaine, la latence et surtout la JIT, c'est très important. Et que nos développements aient une empreinte plus faible. On n'était pas dans les data centers, donc on peut faire les fous. Et enfin, du point de vue de la sûreté de fonctionnement, il fallait qu'on ait une meilleure maîtrise de l'exécution de notre code. Il fallait que ce soit prévisible et on ne pouvait pas, par exemple, utiliser des langages avec un garbage collector. Et enfin, on ne voulait pas s'empêcher dans le futur d'utiliser des langages avec des compilateurs certifiés. Toutes ces contraintes, elles touchent nos logiciels, mais elles touchent aussi les OS sur lesquels on se déploie. Et donc, il fallait qu'on soit capable de déployer nos applications sur des OS qui soient plus industriels. D'abord pour des questions de sécurité, en ayant une meilleure compartimentation entre nos composants, mais aussi pour des questions de garantie de temps réel. Et puis aussi, dans le futur, si on voulait faire des solutions vraiment certifiées, il fallait qu'on ait des systèmes qui aient ce type de certification. Donc tout ça, nous qui venons du cloud, ça nous faisait un peu peur. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'on est des jeunes développeurs et puis on n'a pas envie d'être des experts. Nous, ce en quoi on veut être fort, c'est vraiment les opérations aériennes, essayer de comprendre ce qu'on fait et d'avoir les bonnes solutions. On ne veut pas être des experts du développement et d'un langage en particulier. Et donc, il fallait que la solution qui réponde à ces problèmes soit secure by design et qu'elle nous garantisse une sécurité en termes de mémoire et puis aussi de concurrence. Il fallait qu'elle soit facile à utiliser parce qu'on est nous et puis on ne va pas se mettre à devenir des experts C d'un coup.
Et enfin, il fallait qu'il y ait un outillage de qualité qui soit comparable à celui qu'on connaît avec le Go, pour que ça s'intègre facilement dans notre développement sans interrompre notre capacité à déployer de nouvelles solutions. Donc, puisqu'on est ici, vous savez ce qu'on a fait. On a choisi le Rust. Grâce au Rust, on a réussi très facilement à augmenter nos performances et aussi avoir une meilleure maîtrise de l'exécution de nos solutions. Et aussi, bien sûr, la sécurité. Mais tout ça, ça s'est fait sans renier sur notre capacité à déployer facilement des applications dans lesquelles on a confiance, sans avoir besoin de se former pendant des mois à un nouveau langage. Enfin, les outils Rust tels que Pippin nous ont permis de monter en compétences rapidement et puis surtout d'intégrer ces nouveaux développements dans nos chaînes de déploiement habituelles et dans notre environnement de déploiement qui est un peu particulier parce qu'il est coupé d'Internet. Et enfin, côté déploiement sur des systèmes industriels, on connaissait déjà PikeOS parce qu'on y déployait des applications en Go et ça répondait à certains besoins, dont celui de réduire, on va dire, la surface d'attaque. Mais certains apports de PikeOS, on n'y avait pas accès parce que c'était réservé aux applications développées dans des langages plus bas niveau que le C. Et du coup, grâce à Rust, c'est en train de changer. Et c'est ce que Thierry a compris. Merci Pierre. Donc, Sysgo. Alors, qui est Sysgo? Donc, on fait partie de Thales, déjà depuis à peu près une douzaine d'années, à 100%. Et on a un certain degré d'indépendance. Donc, notre client, ce n'est pas simplement Thales, mais également d'autres sociétés. Certaines sont présentes ici. On est le leader européen en termes de système d'exploitation temps réel, d'hyperviseurs de type 1, donc hyperviseurs développables. On a à peu près une trentaine d'expériences. La société a été créée en 91. On a quelques produits. Donc, le produit phare, c'est bien sûr PikeOS, notre système d'exploitation temps réel, qui inclut également des fonctionnalités de virtualisation. Donc, c'est également un hyperviseur de type 1. On a une variante qui s'appelle PikeOS pour NPU, pour des processeurs à base de NPU. PikeOS en tant que tel, lui, dépend d'une MMU, d'une Memory Management Unit. On a également une distribution Linux pour l'embarquer. Donc, elle peut être utilisée en tant que guest au-dessus de PikeOS ou en tant que distribution Linux native. Donc, on fournit des services autour de tout ça et également des services de certification. Donc, il faut savoir que PikeOS est utilisé notamment dans les systèmes critiques où il y a des besoins de certification en termes de sûreté de fonctionnement, mais aussi de cybersécurité. PikeOS est, à ma connaissance, le seul OS riche, enfin RTOS riche, qui a une combinaison de certificats valides pour la safety, donc pour la sûreté de fonctionnement, et pour la cybersécurité. Donc, on a des bureaux dans la région parisienne, pas très loin d'ici. La maison mère est en Allemagne. Donc, nos marchés principaux, c'est toutes les industries où il y a des besoins de solutions critiques, notamment l'aérospace, c'est un peu notre cœur de métier, et ça le reste. Et aussi la défense, le secteur automobile est un peu plus récent chez Sysgo, et on a déjà déployé des systèmes à base de PikeOS. Vous en voyez certains exemples, que ce soit pour l'aérospace, la défense, l'automobile. Le ferroviaire est également un marché important pour nous. L'industrie, avec par exemple des implémentations de soft PLC à base de PikeOS, mais aussi le secteur médical. Je vous laisserai lire le détail de ces exemples, par exemple, pour chaque marché. Donc, en ce qui concerne notre produit phare, je vous donne un petit peu d'informations pour que le reste des planches soit que vous ayez un peu de contexte. Ça fera un peu plus de sens lorsque je parlerai d'architecture par la suite. Donc, encore une fois, PikeOS est un système d'exploitation temps réel et également un hyperviseur. Donc, il est basé sur une architecture moderne à base de micro-kernels, de noyaux de séparation. Et cela permet en fait d'avoir des propriétés de ségrégation, de séparation dans les domaines spatiaux et temporels. C'est une des caractéristiques principales de l'OS dont dépendent nos clients, de façon à pouvoir intégrer au-dessus du système d'exploitation des applications ayant des besoins de criticité mixte. C'est-à-dire, par exemple, pour l'avionique, on aura des applications très critiques qui doivent être certifiées au plus haut niveau, par exemple DALA. Et à côté de ça, peut-être des fonctionnalités qui ne sont pas liées à la safety, qui pourront être implémentées à base d'un guest Linux au-dessus de PikeOS.
Donc la ségrégation stricte du système d'exploitation permet justement cette consolidation d'applications qui ont des requirements divers, que ce soit au niveau de la sûreté de fonctionnement ou de la cybersécurité. Donc, bien sûr, pour adresser les marchés que je vous ai montrés auparavant, on doit supporter de la certification suivant différents standards. L'avionique, ça va être le DO168C, le railway, ça va être l'IN 50128, l'automobile sera différent, et pareil pour l'industrie. En plus de la sûreté de fonctionnement, on a également un certificat pour la cybersécurité qui vient. On a utilisé le standard critère commun, Patricia vous l'a introduit en matinée. Et donc ça c'est important parce que de plus en plus de nos clients, pour ces différents marchés, ont des besoins de sûreté de fonctionnement, mais également de cybersécurité. La combinaison des deux elle est très importante. Et bien sûr, on supporte les architectures principales sur le marché, tout ça sans restriction d'exportation. Donc, Rust pour PikeOS. Donc, on a différentes options avec PikeOS, avec notre RTOS. On peut bien sûr intégrer des applications Rust dans un environnement Linux, donc un guest Linux au-dessus de PikeOS. Cela fonctionne déjà en utilisant LinOS ou une autre distribution Linux. On pourrait également intégrer le support Rust dans notre environnement POSIX. Il faut savoir que PikeOS offre en fait plusieurs types d'environnements applicatifs, suivant les API dont vous avez besoin et le niveau de certification que vous voulez atteindre. Donc, ce qu'on appelle une personnalité POSIX, en fait, c'est un environnement POSIX applicatif qui vous offre des API POSIX, compliant to standard. Donc, on pourrait intégrer, Rust standard dans notre environnement POSIX relativement facilement. Donc, c'est pas vraiment ce qui nous intéressait dans le cadre de ce projet, mais plutôt de s'attacher à l'environnement PikeOS natif, qui est l'environnement applicatif qui a le plus haut degré de certification avec PikeOS. Donc, par exemple, du DALA ou du DALB en Avionic ou du SIL4 en Railway. Donc, l'idée, en fait, c'était d'apporter dans un environnement PikeOS natif le maximum de support pour Rust, notamment Rust standard. Donc, c'est l'objectif qu'on s'est posé. Et donc, de se baser sur cette personnalité PikeOS natif, de pouvoir supporter le maximum de fonctionnalités de Rust standard, donc le maximum de crate, avec, si possible, le minimum de limitation. Tout ça, en fait, pour avoir de la part de nos clients qui sont intéressés pour évaluer cet environnement, le maximum d'informations, de besoins exprimés, pour que l'on puisse éventuellement productiser un environnement Rust au-dessus de PikeOS. Donc pour l'instant, ce sont des démonstrateurs, des prototypages, ce n'est pas un produit disponible sur étagère, c'est la première phase qu'on met à disposition auprès de nos clients pour récupérer le maximum de besoins factuels. L'idée, c'est également d'offrir une migration le plus simple possible pour des applications Rust éventuellement développées sous Linux ou Windows, qu'elles soient transférables très facilement, sans effort excessif vers PikeOS. À la limite, zéro effort. Et donc, comme je l'ai expliqué, pourquoi utiliser une personnalité qui a certaines limitations? Elle n'a pas un niveau d'API très riche par rapport à POSIX ou Linux, par exemple. Et encore une fois, on veut pouvoir offrir à nos clients un environnement Rust pour qu'ils puissent implémenter des fonctions de sécurité ou de safety avec un niveau d'exigence, donc de certification le plus haut. Donc encore une fois, les niveaux de certification les plus hauts. Donc il est possible que dans le contexte d'une certification de cybersécurité, par exemple de type EL5+, qui est à l'heure actuelle le niveau de qualification de PikeOS, ou d'une certification DALA, DALB en avionique, on doit se restreindre au niveau des crates de Rust. Donc on sera peut-être limité à Rust Embedded pour des applications qui ont des besoins de safety très hauts.
Alors la personnalité, donc l'environnement Rust qu'on a commencé à implémenter via une démonstration sur PikeOS. Pour l'instant, on se focalise sur deux architectures, Intel et ARMv8. Donc, on se focalise également sur le portage de Rust standard, de façon à ce qu'il soit utilisable au maximum dans l'environnement PikeOS natif. Donc avec l'utilisation, donc on s'appuie bien sûr sur Cargo pour tout ce qui est package management, également la génération des dépendances. Donc bien sûr avec quelques limitations par rapport à un environnement Linux ou POSIX. La version de Rust sur laquelle on s'appuie à l'heure actuellement est celle qui est mentionnée ici, donc 1.77.2. On récupère également le compilateur Rust qu'on génère pour de la cross-compilation, donc vers Intel ou vers ARMv8, suivant l'architecture sélectionnée. Et l'objectif, c'est vraiment de fournir, avec cet environnement, un maximum d'applications, de démonstrations, de façon à démontrer comment nos clients peuvent, avec cet environnement Rust, avoir également accès aux services de l'OS. Par exemple, accès au stack certifié, au stack réseau certifié ou non certifié, accès au file system, accès aux mécanismes de communication entre les différentes VM, entre les différentes partitions. Donc c'est également pour ça qu'on a l'intention de fournir des exemples d'applications, mais également des drivers, au moins un, développés en Rust pour montrer justement l'intérêt d'utiliser ce langage pour développer des drivers. Alors, comment s'architecture l'implémentation, le portage de Rust standard au-dessus de PikeOS? C'est relativement simple. Tout ce qui est dépendant de l'OS, en fait, est localisé dans la plateforme Abstraction Layer, que vous voyez en jaune. Donc, on a toutes les dépendances vers PikeOS qui sont isolées. On a également la possibilité, à travers un crate spécifique de PikeOS, d'exposer les services particuliers que fournit l'OS, comme je l'ai indiqué auparavant, pour, par exemple, pouvoir communiquer avec les autres VM, pour pouvoir s'interfacer avec le mécanisme de health management. Donc, c'est toute l'infrastructure qu'il y a dans l'OS pour gérer les erreurs, pour les canaliser, pour décider en fait quelle action doit être prise suivant une erreur générée par les applications ou par les guests. Les impacts au niveau de l'infrastructure de configuration et de build d'une image PikeOS, et notamment d'une application PikeOS native, sont très limités. Donc on a simplement modifié légèrement l'infrastructure de build de façon à insérer les appels à Cargo, à générer les dépendances Rust, et ensuite, une fois qu'on a généré l'objet Rust, on le link tout simplement avec les librairies runtime de PikeOS afin de générer un binaire qui sera intégré éventuellement dans une image complète d'un système basé sur PikeOS. Donc, il pourra intégrer d'autres VM comme des guest Linux ou comme des partitions avec une personnalité différente de type POSIX ou ARM153 pour la dynamique, par exemple. Quelques détails, donc notamment au niveau du panique, de la gestion de l'erreur panique de Rust. Donc les exceptions matérielles de type exception de l'unité flottante ou les accès aux mémoires non mappées sont gérés par l'OS. Par contre, la gestion du panique de Rust, on la redirige en fait vers le mécanisme de health monitoring de PikeOS. Ceci afin que l'intégrateur du système ait beaucoup plus de flexibilité pour décider quelle action va être prise par rapport à cette condition de panique. Tout ça se fait par simple configuration sans avoir à reconstruire l'image. Au niveau des limitations actuelles, la liste va peut-être s'allonger légèrement, parce que le prototypage est en cours. Donc pour l'instant, on ne supporte pas le concept de process Rust, tout simplement parce qu'on n'a pas ce concept dans une personnalité PikeOS native. C'est quelque chose qui existe, bien sûr, avec un guest Linux ou une personnalité POSIX. Et pour l'instant, on a cette limitation.
On a également une limitation au niveau de la fonctionnalité de thread join, qui n'est pas disponible non plus par défaut, je veux dire, au niveau de l'environnement PyQuest natif. C'est quelque chose qui va peut-être être résolu. Ça reste à voir. Donc on est en phase de test. Pour l'instant, on est en train de valider toutes les crates de Rust standard pour voir s'il y a des limitations additionnelles ou des effets de bord par rapport à l'utilisation de cet environnement qui est un peu plus restreint qu'un environnement POSIX. Je vais passer rapidement là-dessus. C'est un exemple d'applicatif, de solution, par exemple, qui pourrait être implémentée à base de PyQuest. En fait, on a cette solution qui existe déjà. Et c'est un peu en lien aussi avec Thales Laruche, qui développe beaucoup de gateways. Donc, on a ici une gateway qui permet aussi beaucoup de flexibilité, puisqu'elle se base sur un environnement un peu plus flexible à base de guest Linux, qui permet justement de déployer des applicatifs via des containers Docker, par exemple. On peut avoir le même mécanisme avec des partitions PyQuest natives, donc liées à la safety. On peut également les déployer. Donc l'utilisation de Rust pour, par exemple, implémenter les fonctions de safety donc, dans des partitions, je veux dire, PyQuest natives serait utile. Également la possibilité de le faire pour des applicatifs Linux, mais également pour, par exemple, des fonctionnalités cyber, notamment du filtrage réseau, par exemple. C'est quelque chose qui serait bénéfique. Et donc, en conclusion, donc on a à l'heure actuelle un premier démonstrateur qui est disponible sur PyQuest, mais qui n'implémente que Rust Embedded, donc avec un support limité des fonctionnalités Rust, qu'on a déjà fourni à quelques clients. Donc, le retour qu'on a pour l'instant, c'est vraiment le début. L'utilité principale, c'est vraiment pour essayer d'augmenter le niveau de qualité beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire réduire l'effort nécessaire pour atteindre un niveau de qualité requis, donc réduire les coûts, pouvoir également déployer des solutions beaucoup plus rapidement. C'est également lié à la certification, donc que ce soit pour la cybersécurité ou de la sûreté de fonctionnement. Les coûts de certification sont assez conséquents suivant votre niveau de certification. Par exemple, si on parle du DAL-A, le coût de la certification va représenter environ entre 85 et 75% du coût final. Donc, l'utilisation d'un langage comme Rust qui permet de réduire les erreurs logicielles ou les erreurs difficiles à analyser est très bénéfique. Il y a également une autre, alors ça c'est de la part de certains clients, notamment dans le spatial et l'avionique, ça peut être aussi une alternative au langage ADA. Il est très difficile de trouver des gens compétents en ADA qui n'ont pas des cheveux blancs. Et aussi la possibilité, c'est peut-être un peu plus spécifique à PyQuest, puisque avec PyQuest, on peut isoler les drivers qui sont souvent un point faible lors de la certification ou lors de l'intégration par exemple, de drivers à base de Linux. Donc, les développer avec le langage Rust devrait également réduire les difficultés lors de la certification ou pouvoir obtenir un niveau de qualité bien supérieur. Donc, on a déjà un démonstrateur de disponible avec du Rust Embedded. Et on espère, d'ici la fin de l'année, pouvoir mettre à disposition de nos clients un autre démonstrateur avec un support de Rust standard, avec simplement quelques limitations qui, je l'espère, seront acceptables. Et encore une fois, l'idée, c'est pour Cisgo de récupérer le maximum de feedback de nos clients pour savoir quel sera en fait le scope à fournir au niveau de Rust, de façon à satisfaire leurs besoins, que ce soit par la safety ou simplement pour augmenter le niveau de qualité. Voilà, merci. Merci. Peut-être une première question, souvent on parlait de feedback de vos clients. Est-ce qu'on peut avoir le feedback du client Thales côté de vous? Moi, ce que j'ai testé, ça marche bien. C'était facile. Je suis content d'être là pour en parler. Du coup. Alors, un peu plus de détails peut-être?
Du coup, c'était les premiers POC un peu sur l'intégration de développement Rust vraiment embedded sur PyCoS. Du coup, les seules contraintes, c'est de développer en OSCD. Après, les interfaces principales qu'on utilisait, c'était les QPOR pour échanger entre les différentes applications dans PyCoS. Tout s'est fait de façon un peu transparente, en fait. Une fois qu'on a résolu le fait de remplacer quelques-unes de nos dépendances par les dépendances compatibles en OSCD, c'était gagné. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question sur le passé. C'est la première fois que vous faites une runtime pour PyCoS. Je me demandais, c'est une runtime bare metal minimaliste sur PyCoS, c'est ça dont on parle? Est-ce que c'est la première, est-ce que la question c'est est-ce que c'est la première fois qu'on crée une personnalité bare metal? Oui, par exemple. En fait, une question dans le sens, vous avez déjà eu des clients qui faisaient du bare metal? Vous avez déjà eu des clients qui faisaient du bare metal, j'imagine. On peut considérer qu'une personnalité PyCoS native, donc une partition dans laquelle le client développe en utilisant les API PyCoS native est presque du bare metal. Donc rajouter une couche Rust rajoute légèrement plus de couches, mais pas grand-chose. Après, une couche vraiment bare metal, c'est-à-dire sans librairie runtime, ça c'est également possible avec le support de la virtualisation matérielle, par exemple. Donc c'est pas la première fois, et j'appellerais pas nécessairement une personnalité Rust ou PyCoS native comme étant du pur bare metal. Mais du coup, vous avez déjà une runtime dans d'autres langages qui sont. Vous avez déjà une runtime dans d'autres langages. Oui, alors, par exemple, notre partenaire Adacore fournit un environnement Ada au-dessus de PyCoS, avec un certain niveau de certification suivant le profil que vous utilisez. On a également un partenaire qui fournit un environnement Java au-dessus de PyCoS. Donc il y a différents environnements qui ne sont pas nécessairement pur C ou C++ qui existent au-dessus de PyCoS. Je comprends. Et du coup, ces clients qui ont des personnalités ADA ou des personnalités avec des langages un peu... ils ne sont pas un feedback à vous. Vous avez déjà ce feedback, vous avez déjà fait ces runtimes-là avant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que vous faites avec Rust qui n'existait pas avec ces autres runtimes? Par exemple, l'environnement Java, il n'est pas certifiable. Enfin, à ma connaissance, je n'en connais pas. Certifié, que ce soit Ionic ou autre. Rust devrait le permettre. Je pense qu'on va en savoir un petit peu plus avec la présentation qui va suivre. Ensuite, le langage ADA, la problématique, c'est justement de trouver des connaissances, des ingénieurs qui sont suffisamment connaisseurs en ADA. C'est de plus en plus difficile. Donc, le Rust permet surtout, ne va pas nécessairement rajouter des fonctionnalités liées à l'OS, mais va permettre à nos clients d'augmenter soit leur niveau de qualité de manière plus rapide, avec moins d'efforts. Donc c'est vraiment un avantage au niveau économique, au niveau rapidité d'être sur le marché. Donc c'est plus dans ce sens-là. Bonjour, merci pour la présentation. Dans un RTOS sur multicœur, la contention sur le bus mémoire et sur le contrôleur, c'est un problème réel, notamment pour le WCD. Je me posais la question, est-ce que le modèle mémoire offert par Rust, ça change la donne? Est-ce qu'il y a dans les patterns d'accès? Est-ce que ça change à ce niveau-là? Je pense, je ne suis pas suffisamment connaisseur de Rust pour vraiment juger de cela. Je pense que ça n'aura pas nécessairement un gros impact puisqu'on va devoir en fait s'occuper de plusieurs applications qui s'exécutent dans des partitions des virtual machines séparées. Donc c'est plus la contention sur le bus mémoire du fait de la parallélisation de ces applicatifs qui vont être problématiques. Alors pour ça, il y a des mécanismes au niveau du SOC qui permettent de le faire. Certains SOC ont un genre de niveau de QoS pour l'accès au bus mémoire. Donc, il faut jouer avec ça. L'OS va le permettre également. PyCoS permet de pouvoir ordonnancer les différentes partitions de façon à ce qu'elles ne s'exécutent pas de manière parallèle si nécessaire. Donc il y a plusieurs mécanismes. Et Rust, je ne suis pas certain que ça contribue énormément à gérer ce problème de contention au niveau des ressources partagées. Je pensais aussi au problème de sensibilité à la contention. Par exemple, les patterns d'accès, l'entropie, le type d'accès, ça change énormément
ce problème, et peut-être que le modèle de mémoire de Rust modifie les patterns d'accès. Là, je ne pourrais pas vraiment commenter. Peut-être un expert Rust, plus à même. Bonjour, déjà merci pour votre intervention. Société Smile, je me posais la question de vos critères de choix de la version de Compilo. Je ne sais pas. Quels ont été vos critères pour la choisir? Pardon? Quels ont été vos critères pour choisir cette version? Je ne sais pas, je pourrais me renseigner, mais je n'ai pas la réponse. J'imagine qu'en plus, pour l'instant, c'est des démos, donc ça pourra changer. Pour l'instant, ce sont des démonstrateurs, hein, ce n'est pas encore productisé. Est-ce qu'il y a une autre question de l'autre côté de la salle ou devant? Oui, alors moi j'étais intéressé, alors je suis chez Safran, donc je suis un peu impliqué chez vous aussi. Bon, forcément, Rust et DALA, ça m'intrigue un petit peu, mais bon, je pense que la question sera répondue plutôt après. Par contre, vous parliez d'économie sur le développement DALA, etc. Alors ça m'intrigue un peu parce que du coup, c'est plus un process que le code n'est qu'une petite partie, la partie développement n'est qu'une partie. Et vous avez une estimation, votre démo la partie démo est développée comme si c'était un logiciel certifié ou c'est juste une démo technique? Non, je n'ai pas de métrique particulière, mais disons que les attentes, c'est que le fait d'utiliser un langage comme Ada ou Rust, donc qui est beaucoup plus typé, beaucoup plus safe, devrait permettre de se prémunir d'erreurs de codage classiques qu'on peut voir en C ou C++. Après, ça dépend de l'expérience des équipes chez nos clients. Mais le retour qu'on a, c'est que les coûts de certification sont quand même élevés, il y a un besoin de réduire ces coûts. Le C, et notamment le C++, n'est pas nécessairement le plus adapté pour atteindre ces objectifs de réduction. Ma question, c'était au-delà des gains sur le codage, qui, je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé notamment ce matin, est-ce que vous voyez d'autres gains ailleurs, je ne sais pas, dans les tests par exemple, des trucs comme ça? Alors au niveau de la couverture de code, je n'en suis pas certain, peut-être, mais ça sera sans doute minime. Par contre, au niveau comment dire, des revues de code, je pense que ça devrait réduire un petit peu les efforts. Et je pense que c'est surtout pour en fait, comment dire, lorsque vous développez suivant les process DO-C ou les autres standards de safety, il est vraiment nécessaire de s'assurer que l'implémentation du code suit des recommands qui sont traçables et donc que le code soit facilement analysable, que ce soit avec des outils externes ou simplement avec des revues manuelles. Donc je pense que Rust déjà devrait permettre de réduire un petit peu la phase d'implémentation, mais aussi devrait permettre de réduire, pas nécessairement de manière très importante, mais les revues de code pour s'assurer que l'implémentation en fait correspond au requirement, pouvoir retracer les implémentations vers les requirements au niveau ou bas niveau qui ont été définis. Ok, merci. J'ai pas d'expérience factuelle à l'heure actuelle. Bonjour. J'ai une petite question concernant votre chaîne de production, votre compilateur. C'est quelque chose que vous avez développé maison ou est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur sa provenance? Sur le compilateur Rust? Oui. À ma connaissance, c'est le compilateur disponible open source. Que vous avez adapté pour PackOS? Non, on ne l'adapte pas, on le génère, c'est tout. D'accord. Il n'y a aucune modification au niveau du compilateur. Merci. Justement, sur ce même sujet, est-ce que vous avez envisagé de partir sur une chaîne de compilation qui serait certifiable? Parce que si vous êtes parti sur la 78 ou 17, elle ne le sera pas. Quid de chaînes qui vous peut avoir, il y en a au moins deux qui ont été bien identifiées, chez Ferrocell et Adacor. Quid de l'intégration de... Oui, alors tout à fait. Pour l'instant, c'est un démonstrateur, c'est un prototypage, donc on utilise ce qui est disponible sur étagère.
Évidemment, si certains de nos clients sont intéressés pour utiliser Rust dans un environnement de safety, on est déjà en communication avec leur système et d'accord. Donc, dans ce cas-là, comme on le fait pour justement une certification d'ALA en C, on utilise un compilateur C d'accord qui est qualifié. Donc, si nos clients doivent faire de la safety avec Rust, évidemment, on va s'orienter vers un compilateur qualifié. Eh bien, merci, c'est une transition parfaite pour la prochaine présentation.